Demonização, estigmatização, expulsão. Durante 5 séculos, a hostilidade para com os judeus entrou numa nova dimensão em 3 continentes. Ces préjugés, ces idéologies, ces mépris qui étaient profondément ancrés au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, que l'on dénote tout au long de l'histoire des croisades jusqu'au XVIe, où ressurgit le mythe du meurtre rituel. Tout cela disparaît. Et d'un seul coup, on fait table rase du passé. Pela primeira vez na história, os judeus tornam-se cidadãos no final da Revolução Francesa. O grande sopro de libertação vindo de França traz esperança a toda a Europa. Mas numa época marcada por grandes transformações, novas formas de antissemitismo não tardam a surgir, tanto raciais como políticas. En fait, l'antisémitisme frappe les sociétés qui sont soit en crise, soit en mutation. A Revolução Francesa lançou a emancipação dos judeus. Com os mesmos direitos, passam a ter acesso à universidade e a profissões que antes lhes eram proibidas. Em todo o mundo, muitos países influenciados pela França concederam igualdade aos judeus. Foi o caso do Canadá e do Império Otomano. Na Europa, a maioria dos Estados também emancipou os judeus, a começar pelos Países Baixos, o Reino da Prússia e o Reino Unido. O fim das discriminações e das fantasias devastadoras já não parecia utópico. A Revolução Industrial marcou a transição para os tempos modernos. A Inglaterra foi pioneira nesta transformação, com a extração do carvão, a invenção da máquina a vapor e o caminho de ferro. É um mundo de oportunidades com uma profunda transformação social, onde se fizeram fortunas e se perderam posições estabelecidas, que viu crescer nas cidades uma classe operária com condições de vida miseráveis. Em meados do século XIX, a rejeição dos judeus assume novas formas, adaptando-se aos tempos e às suas convulsões. Il y a eu une fonction sociale de l'antisémitisme qui consistait à attribuer aux Juifs la responsabilité de l'exploitation des travailleurs. C'était une façon de trouver de manière simplifiée une figure de l'ennemi et donc de mobiliser à ces fins-là. Donc il y a là des confusions, des rencontres qui vont nourrir toute forme de populisme, je crois que c'est le mot qu'il faut utiliser, qui sont attractifs pour un monde ouvrier ou un monde ouvrier en désespérance, exploité, et qui trouve là matière à expliquer son sort. Et ça va permettre de mettre les Juifs au cœur de la dénonciation par les socialistes du capitalisme. C'est dramatique. Em 1845, o jornalista socialista francês Alphonse Toussenel publicou Os Judeus Reis da Época. J'appelle de ce nom méprisé de juif tout parasite vivant du travail d'autrui. Mais il se trouve que quelques juifs deviennent banquiers, par exemple. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils existent. Donc il y a l'association qui se fait entre la banque et les juifs. L'argent et la fortune n'est pas détenue par les juifs. Mais dans l'imaginaire, au fond, on a une sorte de réactivation du mythe ancien. Durante a Idade Média, cristalizou-se a associação entre judeus, dinheiro e poder, quando estes foram obrigados a trabalhar para os soberanos no comércio de dinheiro. 600 anos mais tarde, numa Europa em crispação, sucedeu-lhe o antissemitismo económico moderno, baseado no estereótipo do judeu capitalista e na demonização de uma família de banqueiros, os Rothschild. Na Alemanha, a imagem negativa do mestre judeu do mundo foi caricaturada pela primeira vez em 1845. L'une des premières représentations, en tout cas la plus ancienne donc, que j'ai repérée, Amschel
Rothschild, représenté avec une map-monde à la place du ventre, et en train d'alimenter les révolutions et les guerres, donc avec de l'argent qu'il distribue à droite et à gauche. Ça aura des effets jusqu'aujourd'hui, où les Juifs sont associés à la domination du capitalisme international. Les Rothschild sont internationaux, vous voyez. No coração da modernidade, a era industrial foi também a era da ciência. Nos domínios filosófico e político, exprime a ideia de que qualquer proposição sobre o indivíduo deve basear-se numa verdade absoluta. Neste espírito científico da época, o antissemitismo encontrou uma teoria, com supostas origens biológicas. Em 1853, Arthur de Gobineau escreveu o primeiro livro inteiramente dedicado à questão das raças humanas. Ce qui est symptomatique chez Gobineau, c'est le fait qu'il est le premier à mettre en avant un nouveau mythe, qui est le mythe des Aryens, puisque c'est chez Gobineau qu'on va trouver le fait qu'il y aurait, parmi la race blanche, une race ou une sous-race, je ne sais comment la qualifier, particulièrement parfaite, qui est la race aryenne. Para Arthur de Gobineau, os negros são a categoria humana mais baixa. Por seu lado, os judeus são membros de uma raça distinta das outras. A chamada e inventada raça semita, inferior à raça branca. Les théories racistes vont permettre de justifier la non-intégration des Juifs. Puisque la religion a de moins en moins d'importance et que le fait qu'ils ne soient pas chrétiens finalement ne pose plus tellement d'importance, eh bien on va trouver un autre moyen, encore une fois c'est une ruse presque de l'histoire, en disant peut-être, effectivement, ne doivent-ils pas se convertir, mais ils sont racialement différents et de toute façon ils ne peuvent pas devenir comme nous. O antissemitismo racial suplanta o antijudaísmo religioso, embora este não tenha desaparecido completamente. Em meados do século XIX, na Europa Ocidental, os judeus continuavam a ser discriminados no território governado pelo Papa Pio IX. Em Roma, o Papa obriga os judeus a viverem num gueto criado 3 séculos antes. Pie IX est un pape qui va prendre position contre le rationalisme, contre le modernisme, et qui est pour maintenir à l'égard des Juifs une politique qui a été la politique d'intransigeance, donc de l'Église des siècles passés. A história de uma criança judia italiana vai abalar a autoridade secular da Igreja. Edgardo Mortara, filho de um comerciante judeu de Bolonha, foi batizado pelo seu criado cristão sem os pais disso terem conhecimento. O bispo da cidade foi informado. Para garantir que a criança permanecesse no seio da igreja, ordenou à polícia que a raptasse. A criança foi levada para o Vaticano e colocada sob a proteção pessoal do Papa Pio IX. É o início de uma enorme contenda. A comunidade judaica de Polónia juntou-se aos pais para exigir a libertação do rapaz. O caso ultrapassou as fronteiras dos Estados italianos e repercutiu-se em todo o mundo. Napoleão III e o presidente americano Abraham Lincoln intervieram pessoalmente junto do Papa. Cette affaire Mortara est un tournant. Voilà que, pour la première fois, pour ainsi dire, dans l'histoire de l'Europe chrétienne, on prend fait et cause pour ce jeune juif. Et on considère que cette manière qu'avait l'Église de s'autoriser à convertir de force au nom d'un acte qui avait été commis par cette jeune personne, on dit non, c'est plus possible. A mobilização levou à criação da primeira Organização Internacional de Proteção dos Judeus,
a Aliança Israelita Universal, que marcou uma mudança essencial na Europa. O antijudaísmo cristão já não podia impor-se abertamente na sociedade. Em 1870, enfraquecidos pelo movimento popular de unificação italiana e pelo caso Mortara, os Estados sob a autoridade do Papa são anexados ao Reino de Itália. Todos os judeus deste território tornaram-se cidadãos. Nesse mesmo ano, nos últimos pequenos Estados alemães, foi-lhes concedida a igualdade. A emancipação generalisou-se por toda a Europa ocidental. Le processus d'émancipation a eu, du point de vue des antisémites, une conséquence négative qui est qu'il n'y a plus de visibilité des Juifs dans la société, puisqu'il n'y a plus de signes distinctifs, les Juifs étant devenus des citoyens comme les autres, il devient impossible donc de savoir qui est juif, qui ne l'est pas. On ne les voit même plus, on ne sait même plus où ils sont, donc il faut prendre des mesures pour rétablir leur apparence. Ao longo dos séculos, o antijudaísmo medieval tinha construído uma imagem negativa dos judeus para os diferenciar dos cristãos. Desta vez, os defensores das teorias raciais utilizaram várias pseudociências, como a craniometria ou antropometria, para definir as chamadas raças e estabelecer a sua hierarquia. Em 1878, em Londres, Francis Galton, um autoproclamado antropólogo, tenta distinguir as raças. Através da sobreposição de negativos fotográficos, revela a existência de um tipo judeu. Et ce que l'on remarque dans les photos de Galton, c'est qu'on est sur des photos qui n'innovent pas beaucoup par rapport aux représentations médiévales. On est finalement sur quelque chose qui va mettre en avant le profil, le nez. Pour autant, ces différentes caractéristiques corporelles vont cette fois-ci sortir d'une forme de folklore médiéval pour rentrer dans une prétention à la scientificité et donc à l'objectivité. Depois de terem inventado uma raça semita, os adeptos do ódio racial adotam um novo termo para se definirem. Em Berlim, em 1879, um deles, o jornalista Wilhelm Marr, cria a palavra antissemitismus. Ein eigentlich absurder Begriff, wenn man ihn genau analysiert. Es gibt ja keinen Semitismus, also zumindest wüsste ich nicht, was Semitismus sein soll. Antisemitismus eigentlich eine Worterfindung, die wenig Sinn macht, die aber diesen Klang haben soll, wissenschaftlich zu klingen. Il est immédiatement adopté dans toutes les langues européennes, dans un délai très bref. Manifestement, le terme répond à une demande. Na Rússia czarista, o termo foi utilizado pela primeira vez em 1879 pelo jornal Novoye Vremya. 2 anos mais tarde, o mesmo jornal foi um dos primeiros a acusar os judeus de terem assassinado o imperador Alexandre II. O território foi então varrido por uma onda de violência em massa sem precedentes. O Império Russo albergava 80% dos judeus do mundo, os quais não tinham liberdade de viajar e estavam confinados a uma área demarcada. Na maior parte viviam nos territórios da antiga Polónia, anexados pelo Império Russo. Estes massacres tiveram início em Odessa, foram acompanhados da destruição de casas e estenderam-se a todo o Império. Tomam o nome de pogrom. We get the phenomenon of pogroms, which means destruction, which means that the government incites violence against Jews and will stand by when in fact the violence becomes murderous and they will not do anything. Em 1886, um livro popularizou a palavra antissemitismo nas livrarias parisienses. Tornou-se imediatamente um best-seller. This is La France Juive. You know, incredibly, it's a publication success. Like nothing like that has been in France before. You know, many different editions. O seu autor era pouco conhecido na altura, Édouard de Roumont.
C'est un génie du mal, mais c'est un génie quand même. Il a une plume extraordinaire, une force de dénonciation incroyable. Drummond est le phare de l'antisémitisme. Il est vraiment la négation de l'idée républicaine dans toute sa splendeur, celui qui conteste cette société à laquelle il n'appartient pas et peut-être à laquelle il a souhaité appartenir. Il y a beaucoup de ressentiment dans la vie personnelle de Drummond qui n'a pas été très favorable du point de vue professionnel. Il a eu une vie un peu difficile. Mais il a, un peu comme d'autres plus tard, ce ressentiment l'a mené à construire une sorte de légende noire qui a un succès inimaginable jusqu'à Céline. Il y a une sorte de permanence, de continuité dans l'histoire française de 1880-90 à même à 1950, 1955. À Poujade, on retrouve les mêmes thèmes de l'antisémitisme qui sont exactement constants, avec les mêmes cibles et les mêmes formes de dénonciation, et le même vocabulaire, le juif étranger, le juif et l'argent, le juif qui campe en France, c'est-à-dire le juif qui appartient à une tribu de passage en France. Vous voyez, ça revient en permanence. Au fond, il y a une sorte de refus de l'intégration de ces juifs. He said, France is right now, it's losing its soul, it's destroyed from the inside. We've given up on the education, we've given up on the next generation, and it is the Jews. How could this happen? And instead of looking at what be the normal chain of cause and effect, the only way they could understand it was as a conspiracy, as the result of a conspiracy. Em 1894, em Paris, o exército francês descobre que um traidor está a dar informações aos alemães. Um oficial é preso sem quaisquer provas, o capitão Dreyfus. Édouard Drummond foi o primeiro a tornar pública a informação no seu jornal La Libre Parole. A lógica é simples. Dreyfus é culpado porque é judeu. Drummond nourrit de sa presse tous les jours cette association entre la trahison, l'État et la méritocratie et les Juifs. Et pas à pas, il construit cette affaire qui va en effet lui tomber toute chaude, parfaite. Il y a un traître, il y a un Juif état-major, c'est forcément lui. Para muitos jornais, o antissemitismo aberto tornou-se a garantia de conseguir grande número de leitores. Drummond compreendeu isso e já explorara este ódio através de várias publicações. Com o caso Dreyfus, lançou novo jornal, La Libre Parole Illustrée, e ajudou a popularizar as caricaturas. Drummond dit très explicitement que son projet est de conquérir un public qu'il n'a pas réussi à toucher par l'écriture. L'intérêt du dessin, c'est d'abord qu'il peut toucher un public beaucoup plus large et qu'il peut permettre ces condensations, ces simplifications. Même s'il a des origines dans la peinture chrétienne, mais le type juif va être créé par ces grands illustrateurs, fondamentalement. Et le type qu'on l'on prête à Dreyfus, ces traits sémites qu'il n'a absolument pas, va être créé, et donc il y aura une sorte de standardisation du juif tel qu'on le reconnaît aujourd'hui. Et ça, on le doit à ces illustrateurs de la fin du XIXe siècle. Pendant l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme a réussi à pénétrer tous les pores de la société française. Il n'est pas considéré comme illégitime. C'est-à-dire que l'antisémitisme s'énonce sur les cartes à jouer, dans les jouets d'enfants, dans la vie quotidienne. Il est quelque chose qui déborde sur l'ensemble de la société française. L'antisémitisme est un nom glorieux dont se vantent ceux qui le vivent. C'est pas un nom imposé à des gens comme on le fait aujourd'hui. C'est une revendication. Moi, je suis antisémite. Por toda a Europa, vários partidos políticos fizeram campanha em nome do antissemitismo. Em Viena, o líder do Partido Social Democrata, Georg Ritter von Schönerer, passeava com uma bengala com uma caricatura de judeu. Foi outro político austríaco antissemita, Karl Lueger, que ganhou as primeiras eleições municipais de Viena em 1895.
O escritor Stefan Zweig, estudante na capital austríaca na viragem do século, analisou a influência do presidente da Câmara sobre Adolf Hitler. Karl Lueger foi o seu modelo, ensinando-lhe a eficácia da palavra antissemita, que designava clara e visivelmente um adversário. Após a eleição de Lueger, Theodor Herzl, jornalista do maior jornal diário de Viena, exprimiu a sua preocupação. Tous les sièges ont été raflés par les antisémites. J'ai observé de près la haine et la colère. Le docteur Lueger est sorti sur la place. À côté de moi, quelqu'un a murmuré « C'est notre Führer ». Le soupçon germe. Là où on a pensé, depuis l'émancipation des Juifs, que l'accès des Juifs à la citoyenneté, le droit donné au peuple, à l'ensemble du peuple, à l'époque ça exclut les femmes, il faut bien le reconnaître, offre la garantie de leur intégration, l'élection de Vienne, l'élection de Karl Lueger, est pour lui une sonnette d'alarme. Attention, la démocratie peut aussi servir à élire non pas celui qui va favoriser cette intégration des Juifs et des autres en général, mais peut également mettre au pouvoir quelqu'un qui disposera de la légitimité populaire pour s'en prendre aux Juifs. Herzl, que se tornara correspondente em Paris, cobre o julgamento e a degradação de Alfred Dreyfus para o seu jornal. Quand on voit un peuple si avancé prendre une telle voie, que pouvons-nous espérer d'autres peuples qui n'atteignent même pas le niveau de la France d'il y a 100 ans? L'affaire Lueger d'un côté, l'affaire Dreyfus de l'autre, vous avez les deux ingrédients pour penser qu'il faut trouver une solution. O sonho de Jonathan Herzl tem um nome: sionismo. 2 anos após a condenação de Dreyfus, Theodor Herzl convocou e presidiu ao primeiro congresso que apelava à criação de um Estado de refúgio para os judeus. Ao mesmo tempo, o caso Dreyfus tornou-se um acontecimento internacional. Um dos primeiros cinejornais da história foi filmado durante o recurso. O precursor da câmara de filmar, um cinetógrafo, foi enviado de Amsterdão por uma produtora londrina. O mundo ficou fascinado com o destino de um capitão judeu. Para evitar tumultos e manifestações, o novo julgamento foi transferido para longe de Paris, para a cidade de Rennes. A França, terra dos direitos humanos, está dividida. L'affaire Dreyfus n'est possible qu'en France. Il n'y a qu'en France qu'un juif accède à l'état-major de l'armée. Dans aucune société du monde, y compris dans les démocraties anglaises ou américaines, aucun juif n'y accède avant les années 1950-1960. Il faut comprendre, au fond, par la comparaison, la spécificité du rejet antisémite qui est l'expression du rejet de la Révolution française. Em todo o mundo, este caso tornou-se o campo de batalha entre os defensores do antissemitismo moderno e os seus opositores, os Dreyfusards. Estes tornam-se mais numerosos quando, a 13 de janeiro de 1898, o jornal L'Aurore publica um texto de Zola. J'accuse, eu acuso. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, en s'abritant derrière l'odieux antisémitisme, dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'en est pas guérie. No dia seguinte à publicação do manifesto de Zola, artistas de Montmartre reúnem-se em frente ao Moulin Rouge. A manifestação contra Dreyfus e Zola descamba. Sur la mobilisation antisémite au XIXe siècle en Europe, je crois que c'est tout à fait unique. Il y a des manifestations antisémites en Allemagne à l'époque, mais elles n'atteignent jamais un tel extrémisme. A 17 de março de 1898, um informador da polícia de Paris escreve: Cela va mal finir. L'effervescence populaire va chaque jour grandissant. Il y a certainement à craindre une émeute. Et une émeute en règle contre les Juifs.
Durante todo o ano de 1898, foram feridos vários agentes da polícia que protegiam lojas e locais de culto judaicos. Apesar dos excessos em massa durante os julgamentos de Dreyfus, nenhum judeu foi morto. Et c'est le seul exemple, à cette époque en tout cas, et c'est ce que retiennent les juifs immigrés des pays de l'Est, où un État défend ses juifs. Il le défend difficilement, lentement, il prend du temps pour reconnaître son innocence, mais en 1906, la Cour de cassation reconnaît Dreyfus comme étant innocent. Le 20 juillet 1906, c'est une belle journée de réparation pour la France et la République. A notícia da libertação de Alfred Dreyfus correu o mundo. E foi festejada até nos Stettels, as aldeias judaicas da Rússia. Aí sonhava-se com uma vida sem pogroms, desencadeados sob qualquer pretexto, como o que tinha ocorrido 3 anos antes em Kishinev. A 6 de fevereiro de 1903, um jornal noticiava o homicídio de uma criança cristã e insinuava que tinha sido morta por judeus para se servirem do seu sangue. Os leitores talvez não se apercebessem, mas esta acusação de crime ritual teve a sua origem 2000 anos antes, numa lenda de sangue que surgiu pela primeira vez na antiga Alexandria. Reciclada na Idade Média em Inglaterra, a lenda continuou a ser utilizada como arma e desencadeou o primeiro pogrom do século XX em Kishinev. Le pogrom de Kishinev, à la différence des autres, va avoir une résonance internationale. On va en parler dans toute la presse. We have photographers on the site. All of this is international news immediately. Now the fate of Jews in Russia becomes a political concern in the United States and other countries. Em nome de uma organização americana, o grande poeta Chaim Bialik deslocou-se ao local no dia seguinte ao acontecimento. Recolheu o testemunho dos sobreviventes e depois escreveu um poema em hebraico. Cantai com voz rouca, ó cantores pedintes, pedi esmolas, por todo o lado sob altas janelas estrangeiras, como cães espancados, ó servos perante o Senhor. Il fustige la réaction traditionnelle de la communauté. C'est-à-dire en disant qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous allez faire valoir vos souffrances dans le reste du monde et vous allez quémander, il emploie le mot yiddish de schnorrerer, vous allez schnorrerer comme vous l'avez toujours fait, un peu de pitié internationale ? Non. Il n'y a plus rien à espérer. Ce qu'il faut faire, c'est se réveiller. C'est dire on change de lieu et de temps. Já chega. Foge, homem. Foge para sempre. Cette partie-là du poème va être une sorte de révolution. Elle est, je dirais, un des rares moments dans l'histoire de la littérature mondiale où un texte va conduire des gens à changer de pratique, à changer de comportement, à changer de conviction. Centenas de milhares de pessoas abandonam a Rússia czarista. Imigram para países onde os judeus foram emancipados, onde já não são discriminados. França, Inglaterra, mas sobretudo os Estados Unidos. Tal como Bialik, uma minoria escolheu a Palestina sob o domínio otomano. Aspiravam à criação de um Estado-refúgio, um Estado judeu independente que consideravam a única resposta ao antissemitismo, ou seja, a construção de um lar permanente para o povo judeu. O sonho de Theodor Herzl. Outros permaneceram na Rússia, recolhendo-se, reforçando a sua vida comunitária e a sua convicção de que a salvação só pode ser encontrada na prática religiosa. Alguns sentem que não havia nada a esperar do Império, mas tudo a esperar da Rússia.
envolvem-se em ações revolucionárias. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o regime czarista caiu e o movimento revolucionário comunista tomou o poder. Após vários anos de guerra civil, surgiu a União Soviética. Pour les Juifs soumis, exclus d'existence civique, cela sera un rêve inespéré que la création de l'Union soviétique et de l'État soviétique. L'URSS, à ce moment-là, est tout sauf un régime antisémite. C'est le premier régime au monde à avoir pénalisé l'antisémitisme. Капиталисты стараются посеять и раздеть вражду между рабочими разной веры. Среди евреев есть рабочие, труженики, их большинство. Позор тем, кто сеет вражду к евреям, кто сеет ненависть к другим нациям. Il y a à l'époque un grand rêve de créer une espèce de peuple soviétique fusionnant de mariages interethniques. Et pour les Juifs, il s'agit d'une immense libération, un rêve d'émancipation parce qu'il s'agit également d'une génération qui étouffait dans le monde du shtetl. L'ascension sociale a été bien plus rapide et bien plus positive qu'en France. Avec tout le respect que j'ai pour la Révolution française, on a là, en 20 ans, en Union soviétique, une ascension aux plus hautes positions de l'État soviétique. A presença de judeus entre os bolcheviques foi utilizada pelas correntes contra-revolucionárias. Estas procuravam suscitar e explorar o antissemitismo entre a população russa. Um desses contra-revolucionários, Alfred Rosenberg, que não era judeu, estudava na Escola Imperial de Moscovo na altura da Revolução. Acaba por fugir da Rússia após 2 anos de guerra civil. Alfred Rosenberg arrives in Germany in 1919. He's seen the Bolshevik Revolution, he's scandalized by it. The government comes into power in Russia, which has many Jews. Trotsky, the most famous. But of course, Lenin is also accused of being a Jew and so on. So for him, Bolshevism is a tool of the Jews, like Freemasonry had been a tool of the Jews. It's a new political tool. Rosenberg baseou sua visão conspiratória num livro russo escrito pela polícia czarista 20 anos antes, em 1903. Os Protocolos dos Sábios de Sião. Esta farsa, que retratava os judeus a conspirar para dominar o mundo, teve pouco sucesso até ser republicada na Rússia em 1918. Assim que chegou à Alemanha, Alfred Rosenberg deu nova vida aos Protocolos de Sião. Rosenberg selber beteiligt sich daran, zunächst auch mit einer Art Kommentar zu diesen Protokollen und dann mit der Verbreitung dieser Hetzschrift. Und er versucht zu zeigen, dass diese jüdische Weltverschwörung, von der diese sogenannten Protokolle berichten, dass diese jüdische Weltverschwörung eben auch im Deutschland der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg vorhanden sei. If you are now a German nationalist, of course the idea of a conspiracy is very convenient. We have now a text, and that gives the whole story. Rosenberg starts to put together, out of what he interprets to be the history that had just passed, an explanation for what happened, for the defeat and the humiliation of Germany, and the destruction also of the thrones of the Romanovs and the Habsburgs. I mean, 3 empires had been destroyed in this war. And he writes a long commentary on the protocols of the Learned Elders of Zion, in which he basically endorsed this and said, this is the explanation for what happened. O livro foi um sucesso e Rosenberg escreveu em 1920. A publicação dos protocolos em alemão foi seguida por uma enorme efervescência. Milhões de pessoas descobriram subitamente nele a explicação de tantos fenómenos contemporâneos que até então lhes pareciam incompreensíveis. As suas atividades são vigiadas pela polícia. O relatório de um informador refere:
Rosenberg multiplica os seus esforços para dar a conhecer os protocolos dos sábios de Sião aos antissemitas de extrema-direita. Und dieses Bild wurde dann sehr bald von den verschiedenen in München beheimateten rechtsradikalen Gruppierungen adoptiert, von denen eine die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei werden sollte. He goes to Munich and he finds this, veteran of the German army called Adolf Hitler. Adolf Hitler era apenas mais um agitador da extrema-direita. Já animada pelo antissemitismo racial que estava firmemente enraizado na Alemanha, acrescentou-lhe o que acreditava ter descoberto nos protocolos. No dia em que este documento se tornar o livro de cabeceira de um povo, o perigo judaico pode ser considerado evitado. Em 1920, Hitler fundou o Partido Nazi e começou a estabelecer-se como líder da luta contra uma suposta ameaça judaica de duas faces, capitalista e revolucionária bolchevique. Inspired by a whole biological discourse, a racist discourse, it combines with this conspiracy theory. Hitler basically invents this ogre-like thing called the Jew, which is one body of which all Jews are a part. The Jew will rule by whatever means he can get control. If it's Bolshevism, or it's capitalism, or it's a traditional society, the Jew doesn't care. It's only a way for him to get power. And this, of course, is a remarkable development in the history of anti-Semitism. La définition des Juifs n'est pas facile et n'est pas simple. On ne sait pas si c'est une nation ou si c'est une religion. Les Juifs ne doivent pas vivre dans l'Eretz Israël pour être juif, ne doit pas parler l'hébreu pour être juif, ne doit pas vivre dans une communauté juive pour être juif, ne doit pas croire au Dieu, ne doit pas être religieux pour être juif. Ça veut dire ça vient de l'antisémite lui-même, mais le juif, c'est un objet facile à projeter sur lui. Pour vous donner un exemple, quel est le lien entre Trotsky, Rothschild, quel est le lien entre eux? Ils ne peuvent pas se parler même entre eux. Chacun a sa conception à lui. On peut parler d'un fantasme de la sage de Sion qui domine le monde et la projection sur le juif devient la source de l'antisémitisme. No início da década de 1920, o Partido Nazi era um grupo pequeno. Um dos muitos movimentos que procuravam destabilizar a jovem República de Weimar. As tentativas de golpe de Estado e os assassínios políticos multiplicam-se. Em 1922, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Walter Rathenau, o primeiro judeu chegado a ministro, torna-se o principal alvo da retórica antissemita. Em 24 de junho, foi morto a tiro por militantes de extrema-direita. É lançada uma vasta operação policial. Os culpados foram detidos e a maior parte das organizações nacionalistas foram destruídas. O ambiente era de condenação do antissemitismo. L'assassinat de Rathenau a été suivi par des manifestations absolument gigantesques qui ont couvert toute l'Allemagne, avec 1 million de manifestants à Berlin. On n'avait jamais vu ça. C'est très rassurant parce que ça veut dire que l'extrême droite est une minorité et qu'elle est condamnée fermement. Und trotzdem darf man sich davon nicht irreleiten lassen. Natürlich gab es die Gegner des Antisemitismus. Aber es gab eine große Masse, die auch diesen Rathenau-Mord gut geheißen hat, die Mörder von Rathenau entschuldigt hat als Patrioten. Und ich glaube, das ist für mich persönlich, ist das wirklich das Entscheidende, dass bereits in den frühen 20er Jahren, vor allem in Orten wie in München, aber eben auch Wien, aber auch in Berlin, das Thema Juden und Antisemitismus so präsent war, und zwar von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde, dass man dem
eigentlich nicht ausweichen konnte, obwohl die Juden nur 1% der deutschen Bevölkerung bildeten. Em toda a Europa, as sociedades procuram mais intensamente formas de se protegerem contra as campanhas de ódio, e a luta vai deslocar-se para o plano cultural. Em Viena, uma sátira contra o antissemitismo, A Cidade Sem Judeus, foi um enorme sucesso. A história foi adaptada ao cinema. Nesta história, o presidente da Câmara de uma Viena rebatizada como Utopia expulsa os judeus. A Áustria entra em crise económica. Para se defenderem, as autoridades tentaram encontrar os culpados, mas já não conseguiam encontrar bodes expiatórios. O governo acaba por cair. Os judeus são convidados a regressar. Letztlich muss man dazu sagen, während es in dem Buch ein Happy End gab und in dem Film und die Juden zurückgeholt werden, gab es für den Autor, den Hugo Bettauer, kein Happy End. Er wurde schon 1925 ermordet, in Wien ermordet von einem Rechtsradikalen, also noch lange vor dem Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft. Em França, a luta que se tinha tornado política desde o caso de Dreyfus ganha uma nova dimensão. Em 1927, em Paris, Samuel Schwarzbard, um judeu russo naturalizado francês, reconhece num restaurante Simon Petliura, o antigo presidente ucraniano. Considera-o responsável pelos pogroms e pelo massacre da sua família. Schwarzbard rentre chez lui, prend son revolver, il l'attend à la sortie. Petliura sort, il n'est pas sûr que c'est lui. Alors il dit, est-ce que vous êtes vraiment Petliura? Est-ce que vous êtes Petliura? L'autre ne répond pas et marche jusqu'au boulevard Saint-Michel. Et là, Schwarzbard décide de tirer. No julgamento de Schwarzbard, o seu advogado Henri Torres transforma o tribunal num fórum público contra a perseguição anti-judaica. Henri Torres a bien voulu venir évoquer lui-même la plaidoirie qu'il fit en 1927. Je lui laisse la place. Schwarzbard avait raison quand, après l'avoir abattu, il lui a dit « J'ai tué un assassin. Assassin, oui, parce que qu'est-ce que le pogrom? Le pogrom, c'est la démagogie de l'assassinat. Dans ce procès, vous allez rejoindre, je dirais non seulement la plus grande des traditions françaises, mais ce qui est mieux, l'instinct charnel, l'instinct inné de notre race. Cet instinct, il signifie que nous voulons accorder la liberté, la justice, la dignité à tous les hommes, quels qu'ils soient. No fim do julgamento, Schwarzbard é absolvido. L'histoire de l'antisémitisme est inséparable de l'histoire du combat contre l'antisémitisme. Il n'y a pas d'un côté des personnes qui auraient fait l'histoire et de l'autre côté des gens qui seraient restés totalement passifs. Les acteurs ont été souvent écrasés, mais ont essayé de conquérir des espaces de dignité et ont essayé de faire obstacle à ce qui était en train de leur arriver. Após o julgamento de Schwarzbard, as testemunhas do processo decidem criar a LICA, a Liga Internacional contra o Antissemitismo. Cette LICA va être le principal organe de lutte contre l'antisémitisme. Il faut descendre dans la rue, il faut faire du bruit, il faut faire des meetings, et c'est ce que faisait la LICA. Juifs et non-juifs ensemble dans la lutte contre l'antisémitisme. Mais c'est aussi contre d'autres formes de persécution. Tout au long des années 20, en Allemagne, on commence aussi à faire des meetings de masse contre l'antisémitisme. Wie soll man sich gegen den Antisemitismus verteidigen und wie kann man sich gegen den Antisemitismus verteidigen? Zunächst wollten sich natürlich die Juden selbst verteidigen. Bemühungen selbst auf kollektiver Ebene dem Antisemitismus zu entgegnen. En 1930, l'antisémitisme est encore très restreint. Les nazis
Aux élections de 1928, on fait 2,8% des voix, c'est un tout petit parti. Et donc, l'Europe de 1930 est une Europe où le monde, mais plus spécifiquement l'Europe, est une Europe assez souriante aux Juifs, si vous voulez. En l'espace de quelques années, tout va dégénérer. A 30 de janeiro de 1933, Hitler chega ao poder. O filósofo Walter Benjamin deixa Berlim e escreve: "Estou certo de não ter cedido ao pânico." Albert Einstein, em viagem pelos Estados Unidos, declara: "A doença mental das massas venceu." Nunca mais regressou à Alemanha. La victoire d'un parti antisémite en Allemagne choque profondément la conscience juive du monde entier. Pourquoi? Parce qu'on s'était habitué à un antisémitisme en Russie ou en Pologne, avec des pogroms, mais jamais l'État n'était devenu officiellement un État antisémite. L'antisémitisme n'était pas devenu doctrine officielle. Ici, vous avez un pays qui adopte l'antisémitisme comme doctrine officielle et qui ne s'en cache pas. A 15 de setembro de 1935, a cidade de Nuremberg recebe o congresso anual do Partido Nazi. Às 20 horas, o Reichstag realiza uma sessão excepcional longe da sua sede em Berlim. Hitler pede ao Reichstag para aprovar leis raciais. Die Nürnberger Gesetze waren natürlich ein entscheidender Bruch. Sehr viele Gesetze bereits gab, die Juden aus den verschiedensten Bereichen der deutschen Gesellschaft ausgrenzten, sozusagen aus der Volksgemeinschaft ausschlossen. Und nun haben die Nürnberger Gesetze diesen Ausschluss besiegelt, indem sie auch offiziell zu Bürgern zweiter Klasse stempelten. As leis raciais introduzem uma noção distorcida de legitimidade aos olhos dos nazis. Für die nichtjüdische deutsche Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft, bedeuteten die Nürnberger Gesetze nun auch einschneidende Veränderungen. Also jetzt konnte bestraft werden, wer zum Beispiel in einem jüdischen Haushalt arbeitete. Jetzt konnte natürlich jede sexuelle Zusammenkunft von Juden und Nichtjuden bestraft werden, nicht? A nova fase da política antijudaica nazi introduzida em Nuremberg é acompanhada por uma propaganda amplificada. What the National Socialists did was to take many different aspects of anti-Judaism and bring them all together. They actually established large think tanks, institutions of research, to look at theology and to take, for example, early Christian debates about the Jews and make them relevant. They republished Renaissance and ancient Egyptian works about the Jews in order to create a kind of lineage of ideas to give authority to themselves as continuing a very old and true perspective of Judaism. Obviously, the Nazis were drawing on this rhetoric. Obviously, the Nazis knew it. They knew anti-Jewish art from the Middle Ages. They got the idea of the badge from the Middle Ages. They got the idea of the anti-Jewish caricature from the Middle Ages. But there still are differences. Na Europa, o primeiro sinal distintivo surgiu no século XIII. Uma roda amarela. Na altura, o amarelo era considerado a cor do diabo. Os nazis adotaram este princípio. A estrela de David, símbolo do escudo do rei da Judeia, foi utilizada para estigmatizar os judeus. They used Judaism as a critical language with which to criticize many forms of cultural practice that they were against. So, for example, the degenerate art exhibition.
Em junho de 1937, o Reich mandou apreender milhares de obras de arte moderna consideradas degeneradas. Em Munique foi recolhida uma seleção para uma grande exposição e considerada como perigoso trabalho de artistas judeus. Of those degenerate Jewish artists, only less than 5% were Jewish. So you can see how the Germans, more systematically perhaps than anywhere else, set to work to use anti-Judaism as a critical discourse and apply it to every aspect of modern society. Every department of a German university could be criticized in terms of, was it too Jewish or was it properly German? A 9 de novembro de 1938, as autoridades do Reich põem em marcha a Noite de Cristal. Com o pretexto de vingar o homicídio de um diplomata nazi em França, as janelas de centenas de lojas são partidas e dezenas de sinagogas incendiadas. 30.000 judeus foram presos e enviados para campos de concentração. Nem o poder judicial, nem o exército, nem a igreja protestaram oficialmente contra esta explosão de violência. Il y a quelque chose qu'on a du mal à percevoir dans l'antisémitisme. C'est que tous les moyens de défense ne sont bons que pour un niveau relativement bas d'antisémitisme. Voilà. Dès que l'antisémitisme dépasse ces niveaux, les défenses craquent. Les amis restent à la maison ou changent de camp. Vous voyez, et subitement, les Juifs se retrouvent seuls. Voilà. On est en 1938, on est à Berlin. Il y a 7 Juifs qui se mettent dans la rue, ils marchent, et puis ces 7 Juifs, ils voient sur le même trottoir 2 Allemands qui arrivent, et puis un des Juifs qui dit « Changeons de trottoir, ils sont 2, nous sommes seuls ». Qu'est-ce qui fait qu'on accepte une autorité qui vous dicte des conduites arbitraires? Voilà. Comment expliquer ce qu'on dirait aujourd'hui, le caractère viral d'une passion contre un groupe, qui en général n'est pas un groupe très important au sein de la population, comment cela prend? Comment ce qui était l'apanage de quelques-uns va finir par devenir l'apanage de beaucoup? Freud va s'interroger sur ce phénomène-là, mais c'est clair qu'il y a un phénomène ici qui demande à être expliqué. A 4 de junho de 1938, 4 meses após a adesão da Áustria ao Reich, Sigmund Freud foi autorizado a deixar Viena. Refugiou-se em Londres, onde um jornalista, Arthur Koestler, lhe pediu para escrever um artigo sobre o antissemitismo. Vous savez, ils n'ont fait que déclencher la force d'agression refoulée dans notre civilisation. L'antisémitisme est un thème récurrent chez Freud. Il en a souffert, il a vécu avec ça. Il dit très précisément, la formule c'est « je me suis familiarisé précocement avec le fait d'être mis au banc de la majorité compacte ». Freud dit que on hait beaucoup plus, on déteste beaucoup plus ce qui est presque comme vous que ce qui est très nettement différent. Parce que ce qui est presque comme vous menace d'une certaine façon. Cette image de moi-même dans le miroir, c'est à la fois moi et un autre moi-même. C'est pas moi. Il me prend quelque chose. Il me menace d'autant plus qu'il est comme moi. Entre 1933 e 1939, metade dos 600.000 judeus alemães conseguiu partir, apesar de os países ocidentais os aceitarem em pouco número. Vários navios erraram pelos mares, por vezes sem encontrar asilo. A Odisseia do Saint-Louis, que não conseguiu desembarcar os seus passageiros em Cuba nem nos Estados Unidos e foi obrigada a regressar à Europa, continua a ser famosa. In May 1938, there are around 250,000 Jews, plus or minus, in Germany. There are another, at that time, maybe 150,000 Jews in Austria. That's 400,000 Jews you have to think with.
all of them, one way or another, want to leave and the government wants them to leave. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. À medida que a guerra avança e o continente europeu é conquistado, os judeus são contados, espoliados e marcados com um sinal distintivo. Vai ganhando forma o plano para os assassinar, todos sem exceção, desde as crianças aos idosos, onde quer que vivessem, e até para os procurar nos 4 cantos da Europa. Pendant 6 ans, tiers de notre peuple, 6 millions, ont été tués, pas pour idéologie, pas pour religion, pas pour territoire, pas pour des problèmes économiques ou pas pour des biens économiques. On nous avait regardés comme des microbes. Des microbes. On était exterminés comme des microbes. Hitler a génocidé véritablement ces sources vives du judaïsme européen. C'est un monde mort, celui-là. C'est ainsi.